littéraire. On va s'intéresser aux médecines alternatives avec sur notre plateau l'auteur de Enquête de sens, Amélie Galliet. Merci d'être avec nous. Merci, merci à vous. Enquête de sens, donc publié chez JDH Éditions, donc Jean-David. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, Amélie, et nous dire un petit peu ces médecines alternatives qui font l'objet de votre livre et que vous pratiquez? Oui, alors je m'appelle Amélie Galliet, donc j'habite en Dordogne, à Montignac-Lascaux. Et je pratique l'hypnose, la sophrologie, le reiki et les modelages ayurvédiques. Donc c'est voilà, des méthodes de soins qu'on classe dans les médecines alternatives, parallèles. Voilà. Et donc dans mon livre, je parle en effet de mon expérience, que ce soit dans ma vie privée et professionnelle, sur tout ce qui touche aux états élargis de conscience. Voilà, donc la conscience élargie, comme l'hypnose, la méditation, la sophrologie, mais j'aborde aussi d'autres thèmes, d'autres pratiques, comme le chamanisme, des médiums aussi, des gens qui vivent des expériences de mort imminente. C'est vraiment dans mon livre tout ce qui touche aux états élargis de conscience, d'une manière générale, pas donc, que sur les médecins. Un petit peu état élargi de conscience. Alors, un état élargi de conscience, c'est tout ce qui sort de les capacités qu'on a, qu'on détient, et dont on n'a pas forcément conscience, et qu'on va pouvoir développer par le biais de la sophrologie, par exemple, de la méditation, voilà, dont on parle de plus en plus, de l'hypnose, où on va chercher des capacités en nous, dans l'inconscient, voilà, dans les ressources qu'on peut avoir à un niveau inconscient. Voilà, on prend en compte le corps physique dans les médecines alternatives, mais beaucoup l'esprit, voilà, l'inconscient. Est-ce que vous avez remarqué ou pas depuis quelques années un intérêt croissant pour ces médecines parallèles? Oui, tout à fait. Alors moi, ça fait 9 ans maintenant que je suis installée à mon compte, donc que je pratique l'hypnose, principalement l'hypnose et la sophrologie, c'est de plus demandé. Et en effet, pour tout ce qui est anxiété, insomnie, dépression en ce moment, vu le contexte. Enfin, voilà, j'allais vous demander, est-ce qu'avec la crise, vous avez encore plus de patients? Tout à fait, et surtout pour ça. Voilà. Donc là, c'est plus arrêt tabac ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment anxiété, dépression, insomnie. Voilà, il y a quand même beaucoup de névrose, une névrose ambiante qui fait que les gens vont avoir envie justement de se tourner vers des choses, des méthodes où ils vont trouver de la paix intérieure, plus de paix intérieure, on va dire. Burn-out aussi beaucoup, de plus en plus. Et c'est vrai que les gens sont plus ouverts aussi à ça. On en parle aussi de plus en plus depuis quelques années. C'est vrai que ça prend un peu plus de place, même dans les hôpitaux. Moi, quand j'ai fait ma formation d'hypnose, il y avait beaucoup, un bon tiers d'anesthésistes. Voilà, donc qui avaient envie justement d'utiliser des méthodes un peu plus douces, moins agressives pour l'organisme, pour accompagner quand c'est possible, tant que faire se peut, les patients. Donc voilà, c'est vrai que ça prend de l'ampleur quand même, et je le remarque, les gens sont plus ouverts à ça. Cette prise d'ampleur, je pense, est liée à ce qu'on disait tout à l'heure, de la place prépondérante que prend la santé, la vie humaine aujourd'hui dans les représentations mentales, prendre soin de soi. Alors là où je trouve qu'il y a un paradoxe quand même, c'est qu'en France, on reste très, très terre à terre en fait. Les Français croient de moins en moins à autre chose que ce qu'ils voient en fait. Ils sont de plus en plus comme saint Thomas, c'est-à-dire voilà, il y a la vie, on est là, il y a un corps matériel et il n'y a plus rien après. C'est quand même ce qui est dominant dans les représentations des Français, contrairement aux États-Unis, contrairement au Brésil, contrairement à plein d'autres pays. En France, on est vraiment là-dedans. Et malgré ça, il y a quand même un développement de ces médecines parallèles, ce qui est quand même très intéressant. Tout à fait, mais alors moi j'ai l'impression quand même que depuis, effectivement par rapport à d'autres pays où on a encore des hommes un peu préhistoriques, voilà, surtout ce qui touche à la vie après la mort, enfin voilà, le pouvoir de la conscience, etc. Ah bah en France on est préhistorique là-dessus. Voilà, par rapport à d'autres cultures, un autre regard. Moi j'ai fait un voyage, j'en parle dans mon livre, en Inde,
Et pour eux, j'ai traversé une tribu, un village, et il y avait des hommes qui chantaient, qui dansaient, comme ça. Pour eux, c'est quelque chose de très positif. Bon, comme quoi, on n'a vraiment pas tous le même regard sur les choses. Pour eux, c'est vraiment l'esprit qui s'élève. C'est une libération du corps, c'est le moment de partir, et ils l'accompagnent avec des chants, des danses, de la joie. Donc c'est vrai que par rapport à nous, notre perception des choses, mais j'ai l'impression quand même que de plus en plus, depuis quelques temps, moi quand je parle de ça maintenant, j'entends moins quand même de jugement, que je suis illuminée, ou on peut me traiter de sorcière à la base. Il y a quand même des choses très différentes au sein de ce que vous défendez, parce que l'hypnose, par exemple, il y a plein de gens qui ont recours pour arrêter de fumer, très prosaïquement, et la vie après la mort avec l'expérience de mort imminente, c'est des choses totalement différentes. Oui, mais d'un autre côté, ça se rejoint, parce qu'en hypnose, justement, moi j'ai pu le constater à mon cabinet. Dans ma pratique, j'utilise l'hypnose classique et ericksonienne, c'est deux méthodes, mais bon, qui mettent les gens en hypnose. Et par le biais de l'hypnose, certaines personnes vivent ce que certains décrivent comme des expériences de mort imminente, où vraiment ils peuvent voir des personnes décédées, des proches, ou vivre des choses assez c'est très intéressant, spectaculaires, ou des choses qui peuvent... C'est des domaines d'investigation, je pense, qui vont se développer dans les décennies qui viennent. Et parce que la science n'a pas encore tout dit là-dessus. Je veux dire, ce qui nous semble aujourd'hui ésotérique, moi je le dis toujours, ce qui nous semble aujourd'hui ésotérique sera l'évidence même demain. Comme le fait que la Terre était ronde, à un moment donné, quand on disait que la Terre est ronde, on était brûlé, quoi. Exactement. Voilà, donc ce qui aujourd'hui semble ésotérique, demain semblera la dernière des évidences scientifiques. Exactement, et d'ailleurs de plus en plus de médecins le constatent et font des livres là-dessus, parce qu'ils ont beaucoup de témoignages de gens justement qui vivent ça, l'expérience de mort imminente, mais également dans leur pratique, parce que de plus en plus de médecins aussi se forment à l'hypnose, parce qu'il y a quand même de l'ouverture malgré tout, même si on reste encore un petit peu arrière sur certaines choses, il y a quand même une ouverture, on progresse, moins vite que dans certains pays, mais notamment par exemple le docteur Charbonnier, qui ayant eu beaucoup de témoignages d'expérienceurs, de gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, lui propose des séances d'hypnose collective, justement pour se connecter à quelque chose d'un peu moins limité que le corps physique et le mental, le corps mental en fait. Différencie vraiment le corps mental et l'esprit, et tout ce qu'on peut détenir dans l'inconscient. Et donc dans le livre, c'est un recueil de témoignages. Donc du coup, voilà, c'est un recueil de témoignages. C'est que des témoignages en fait. Il y en a combien déjà? Alors il n'y a pas que des témoignages. Il y en a une vingtaine, c'est ça? Il y en a 17 exactement. 17. Alors effectivement, ça paraît un petit peu, on peut passer de l'hypnose aux expériences de mort imminente, etc. Et c'est vrai que y a plein de choses, mais au final, tout se rejoint. Tout se rejoint sur les capacités de l'esprit, et le but de mon livre, c'est vraiment de faire prendre conscience au plus grand nombre, de prendre conscience des capacités qu'on détient et dont on n'a pas souvent conscience. Il y a même des choses que j'ai découvertes pendant l'écriture de mon livre, notamment le rêve lucide. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement en lien avec l'hypnose, mais que je connaissais pas. Je savais pas qu'on pouvait expérimenter volontairement ça. C'est quelque chose qu'on peut faire, quelqu'un qui rêve quand on est en train de rêver la nuit, et on prend conscience qu'on est en train de rêver. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais involontairement. Mais on peut aussi l'expérimenter volontairement. Donc c'est des capacités comme ça, où avec des entraînements de l'esprit, il y a des méthodes spécifiques pour vivre ça, un rêve lucide, et avec un entraînement. C'est toujours avec l'entraînement quand on va arriver à quelque chose, même la méditation, c'est vrai que pour avoir quand même des résultats, même si ça peut aller assez rapidement, il faut quand même, on invite quand même, c'est quand même un entraînement régulier qui va faire qu'on va développer pas mal de capacités. Et donc voilà, j'ai découvert plein de choses, je parle de mon expérience, et j'interviewe des gens qui, en fonction de ce que j'ai expérimenté, où je ne suis pas spécialiste, par exemple la médiumnité, le bouddhisme, la méditation dans le bouddhisme,
la clairvoyance, j'ai pu l'expérimenter, mais je ne suis pas spécialiste là-dedans. Donc j'interviewe une médium, c'est pour ça que j'interviewe un voyant, un moine bouddhiste, un chaman, un musicien chaman aussi, Marc Vella, qui propose justement beaucoup de stages pour développer son potentiel intuitif, parce que c'est une sorte d'art-thérapie, hein. La musique, quel que soit l'art, de toute façon, que ce soit la musique, le dessin, l'écriture, développe beaucoup de capacités aussi. On ouvre les portes, c'est pour ça que l'art-thérapie se développe aussi. Donc il y a beaucoup de moyens de se découvrir et vous en parler dans votre livre En quête de sens, on le rappelle, chez JDH Éditions. Merci beaucoup, Amélie Gagné, de partager votre expérience. Et on le rappelle, donc votre livre est en vente et disponible. Le mot de la fin, Jean-David Haddad, comme à chaque fin d'émission. Donc, on a parlé un peu de la santé. La santé, comme on l'a dit tout à l'heure, actuellement on est focalisé sur une épidémie, mais la santé, c'est aussi le cancer, hein, 150 000 morts par an, ça on n'en parle pas. On n'en parle plus depuis, si on en parlait, on n'en parle plus depuis un an quasiment. Mais la santé, c'est aussi l'alcoolisme, le tabagisme, qui d'ailleurs, depuis ces histoires de confinement, sont en train de monter en puissance. Et j'invite un petit peu tout le monde à réfléchir à ça, et autour, par exemple, du dernier roman de Marissa Rachel, qui est un des rares romans qui traite de l'alcoolisme, publié chez JDH Éditions. Marissa Rachel, J'ai tangué sur ma vie. Donc, qui nous dit: l'alcoolisme n'est pas une preuve de lâcheté, l'alcoolisme n'est pas un manque de volonté, l'amour ne suffit pas à guérir tous les maux. Voilà. Et l'alcoolisme qui est aussi au cœur d'une campagne du gouvernement, on précise. Oui, mais du coup qu'on ne voit même plus, du coup, tellement elle est noyée dans le reste. Dans cette crise et puis sanitaire. Voilà, exactement. C'est la fin de ce 4e numéro des Pros de l'écho. Merci Jean-David Haddad. Merci. On se retrouve très vite pour une prochaine émission.